nous sommes en train de parler des vocations. Je parlais des vocations, de l'intelligence artificielle, des nouveaux métiers qui, peut-être, allaient casser les vocations chez les jeunes générations, peut-être moins jeunes, qui aspiraient à ces métiers-là. Voilà, nous en étions un petit peu plus tôt dans ce débat et dans ce repas. Alors, l'idée déjà, en parlant très fort, et en s'en rappelant, ça veut dire se rappeler de soi en train de parler. Oui, la grande problématique, c'est que maintenant on va avoir de plus en plus de mal à avoir le bon métier. Les gens vont suivre des études et vont se retrouver au guichet de la poste, en disant un bon bac plus 5 ne sert à rien, tout en se disant mais j'avais tel de mes camarades qui a préparé le bac plus 5 avec moi, qui est directeur local de la poste, mon receveur, et puis moi je peux se dire vraiment la question pourquoi. Et là on s'aperçoit que beaucoup de gens n'ont pas forcément les relations, le piston. Il y en a aussi qui n'ont pas l'entre-gens, n'ont pas la capacité à se battre, à se dire, même si tout nous tombe sur la tête, on est quand même assez fort pour s'en sortir. Il y a peut-être aussi, alors, je sais pas, je vous laisse la parole, s'il y a d'autres paramètres qui empêchent un individu de réaliser ses vocations ou sa vocation première. Le conditionnement familial. Ah oui. L'entourage. L'entourage. Après, il y a aussi des... En parlant très fort. En parlant très fort, oui. Ouais, il y a aussi des dispositifs qui ne sont pas là pour permettre, par exemple, aux jeunes de savoir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont envie de développer comme activité. Moi, ça me rappelle quand j'étais en troisième, où j'avais rencontré un bonhomme qui avait regardé mes résultats scolaires et puis qui m'avait dit ah bah lui il va faire je sais pas quoi, AES en sciences sociales, tout en ignorant parfaitement quels étaient mes goûts, mes désirs, mes aspirations et ce qui me passionnait même quand j'étais adolescent, quoi. Donc une ignorance totale de l'affect de l'enfant. Et ça m'avait marqué parce que je pense que c'est sur cette base-là qu'on peut développer des vocations. Et après, j'ai aussi un ami qui, lui, est mathématicien. Et en fait, je crois que c'est avec sa fille, ce qu'il avait fait, c'est que vers la troisième ou même avant, bah, il est en relation avec pas mal de chercheurs, alors biologie ou d'autres métiers. Et bon, ce qu'il essaie de faire, c'est par relation, justement, de mettre son enfant en contact avec un père, c'est-à-dire un père au sens quelqu'un qui va lui montrer ce que c'est, par exemple, comme métier d'un biologiste. L'autre, il fait, je sais pas, il est prof, donc il le laisse, je sais pas, 10-15 jours. Et en fait, l'enfant, finalement, il a comme ça un espèce d'échantillonnage. Une forme d'incubation, c'est une incubation dans un lieu pour que une plongée. Oui, une plongée, tout à fait. Une plongée dans un lieu, mais dans une activité concrète, c'est-à-dire dans quelqu'un qui est déjà un professionnel. Et après, l'enfant, comme ça, par différence, il arrive un peu à comprendre ce que c'est qu'un métier, alors que quand il est à l'école, il n'y a aucune... il n'est pas en contact avec ça. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, hein. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien d'être en contact avec une activité professionnelle. La question, c'est plutôt le fait d'avoir une expérience ancrée dans un réel professionnel et ensuite de faire des sortes de différences entre les milieux, parce que les milieux professionnels, ils sont vraiment très différents entre quelqu'un, je sais pas, qui est routier, quelqu'un qui travaille chez un transitaire, quelqu'un qui travaille dans une société financière. Une banque, c'est vraiment pas les mêmes mondes, quoi. Donc à mon avis, ça c'est plutôt important d'essayer
de faire des mélanges, en fait, des sortes de mélanges très tôt et pas attendre que les gens ratent leur orientation, leur vocation, quoi. C'est ce qui se passe, en fait, aujourd'hui. J'ai l'impression que la moitié des gens ne sont pas à leur place, quoi. Justement, hier, j'ai rencontré une personne dans une réunion. Et quand on a échangé par rapport au poste de travail, elle m'a précisé qu'elle était vraiment ravie de savoir que l'école dans laquelle faisait partie son fils avait un partenariat avec l'institut dans lequel je travaille. Et son enfant, à l'âge de 14 ans, passait 10 jours, je crois, par an à faire de la recherche, épaulé par un biologiste et un chercheur dans le centre de recherche attaché qui fait partie de mon institut. Et ça, j'ai trouvé très intéressant parce que c'est vraiment l'âge où les jeunes se posent beaucoup de questions et avoir cette opportunité d'aller sur le terrain pour voir un vrai chercheur comme il travaille sur la paillasse, je pense que c'est assez important. Et ça peut ouvrir des nouvelles opportunités, des nouveaux schémas. Voilà. Des phases caviar. Dans le même ordre d'idée, je me souviens d'il y a quelques années, l'Institut Pasteur avait généré 2 journées portes ouvertes. Et j'avais un couple d'amis qui avait 2 enfants qui étaient, quel âge, ça devait être 11 et 9 ans par là. Et on s'est retrouvés là-bas, les enfants qui étaient ravis, la petite fille qui avait gardé la photo où elle était en blouse blanche, avec un microscope devant elle, le petit garçon était complètement ébloui, tellement ébloui que quand il avait 15 ans, il avait donc un stage du collège, et il a demandé à l'Institut Pasteur justement de lui permettre de passer le stage avec je ne sais plus qui là-bas. Donc on se rend bien compte qu'on peut créer des vocations en montrant à des enfants, et exactement tout ce qui s'est dit là, la possibilité de sortir de leur monde et découvrir des mondes qui pourraient les épanouir, qui soudainement résonnent dans leurs émotions, dans leur réflexion bien sûr. Ce serait une révolution dans la pédagogie et une révolution aussi, une révolution dans l'orientation pédagogique et dans l'orientation professionnelle qui serait proposée aux enfants dès le plus jeune âge. Oui. Quel que soit le milieu, quel que soit le milieu social. Je pense que, au contraire même, parce que, on en parle. Et oui, il y a des gens qui sont dans un milieu donné, enfermés dans leur milieu, souvent des milieux modestes qui n'ont aucune possibilité d'ascension. Et justement, c'est là qu'en montrant d'autres carrières, d'autres façons de vivre, d'autres milieux finalement, ça peut amener l'enfant à se dire mais je sais pas, là, on va parler de biologie, de mathématiques, il peut y avoir des soudaines vocations magnifiques. Je me souviens d'ailleurs d'une histoire qui est connue, mais je ne saurais pas dire son nom, une grande biologiste célèbre actuelle qui se trouvait dans une situation terrible. Elle devait être âgée de 7 ans quand une abeille l'a piquée. L'abeille ne s'applique pas comme ça. Et il s'avère que dans la nourriture qu'elle mangeait, il y avait une substance chimique qui attire les abeilles avec la notion de on attaque notre ruche. Donc, si on attaque notre ruche, le quelqu'un qui sent cette odeur-là, c'est un méchant. Il faut donc le combattre, il faut donc le piquer. Donc cette abeille, pour sauver sa ruche, hypothétique, ou une ruche, je ne sais pas trop laquelle, mais elle va attaquer cette petite fille de 7 ans qui a tout simplement ce produit sur elle. Et donc après, la petite fille pose mille et une questions. Pourquoi l'abeille m'a-t-elle piqué, m'a-t-elle...
attaquer. Et donc, peu à peu, elle rentre dans la connaissance de la chimie, de la biologie. Donc une vocation qui est née d'un petit incident. Mais aussi parce qu'il y avait des gens, et on y revient, ce qui a été dit d'ailleurs, des gens qui se sont dit on va aider, on va l'accompagnement, on va expliquer à l'enfant, on va lui montrer, on va l'amener dans tel ou tel centre de recherche où on peut découvrir justement ce qui va être l'avenir, parce que l'avenir, on le sait, ce sont des technosciences, c'est plus, tout le monde ne pourra plus être acteur de théâtre, oublié. Ce seraient les professeurs, ce serait les maîtres, les maîtresses dans les écoles qui proposeraient ça à leurs élèves ou qui accompagneraient les élèves dans des entreprises, comment tu verrais ce développement? En effet, déjà, les instituteurs, les professeurs de lycée, ce serait très bien qu'ils puissent au milieu du collège, qui est en effet cet accompagnement. Mais si les enseignants considèrent qu'ils ont trop de charge de travail, on peut aussi se tourner vers les gens du troisième âge. C'est ce à quoi je pensais. Et oui, parce que plutôt que de dire aux gens vous êtes trop vieux, on va vous jeter dehors, et puis on vous paiera votre retraite quand vous aurez 70 ans, on passerait 10 ans à jouer les clochards dans la rue. Montage. Non mais, non mais Stéphane, sérieusement, c'est vraiment intéressant comme thématique à développer ce soir. Pour qui pourrait nous écouter, c'est cette idée de bien comprendre l'intérêt de penser à une société qui accompagne les gens au point de se dire le grand-père, la grand-mère qui a 75 ans, 80 ans, au lieu de s'occuper de son égoïsme, eh bien, va s'occuper des enfants. Et va peut-être, à 75 ans, on a encore avec de l'énergie, va les accompagner justement dans ces centres de recherche, par exemple. Et là, merveille, avec l'explication après. Il suffit d'ouvrir le Wikipédia, ouvrir Google, et puis on apprend ceci, on découvre cela, il y a des vidéos sur YouTube, enfin, on est dans un monde extraordinaire actuellement, on peut véritablement transmettre, aider et permettre à des jeunes de trouver leur vocation, et même au pluriel, parce que parfois, un individu, ça nous arrive à tous, à bout d'un certain nombre d'années, se dit, mais je me suis orienté par ici, mais finalement, je voudrais m'orienter aussi par là-bas, et va changer de vocation. C'était presque programmé depuis l'enfance. Il y avait des curiosités, des interrogations, des interpellations. Comment est-ce possible? Oh, j'aimerais bien tester ça. On a combien? 12, 13 ans, 14 ans, et puis après on aura peut-être 40 ans, 50 ans, et on essaie une nouvelle vocation, une dérivée de notre vocation intégrale, initiale. Je ne sais pas si le problème est vraiment là, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'en utilisant tous les supports entre guillemets modernes, la question de la relation à ce que tu apprends change. Le bon exemple, c'est par exemple, je ne sais pas, ta grand-mère te fait des super bonnes confitures, mais elle transmet quelque chose à travers le produit, mais c'est pas le produit la question, c'est ce qu'elle transmet. Et le fait de décorréler le savoir de ça, à mon avis, forme des personnes qui justement n'ont pas de vocation, qui sont justement des techniciens qui ne vont pas être capables d'ouvrir leur capacité d'apprentissage. Je caricature, mais si on cherche à développer une vocation, ça passe par l'affectif, oui, le vivant, quelque chose qui est vivant. Et donc toutes ces technologies de blog, c'est très bien pour apprendre des gestes techniques, mais en réalité, la question de fond de la société n'est pas là, elle est dans la relation, dans l'amour que tu mets dans ton travail, et ça te construit toi, et ça te met dans une meilleure relation à toi-même. Mais si on le prend comme quelque chose qui est extérieur, à mon avis, c'est pas une bonne solution. Ça fait qu'on a des armées de gens qui finalement sont pas forcément très compétents, tombent malades, finalement se désengagent,
Mais c'est d'abord une souffrance en eux, c'est pas, voilà, c'est le système qui finalement favorise ça. J'ai l'impression qu'avant c'était peut-être, enfin avant c'est toujours mieux, mais j'ai l'impression que les gens se posaient moins de questions, ils avaient moins de possibilités, la société était moins riche, et donc ils mettaient en route des apprentissages, des activités frénétiquement. Et même si ça leur plaisait pas, maintenant c'est différent. Les jeunes, ils sont plus du tout dans cet état d'esprit. Avec Angela, nous étions allés rendre visite à des compagnons du devoir, je vais le dire. Ben voilà. Et là, on est devant des gens qui te disent enseignons, la pierre brute, enseignons les métiers. Notre savoir. Et oui. Transmettons notre savoir, ne gardons rien pour nous. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, Stéphane, aussi, parce que en discutant avec une jeune fille, entre 20 et elle a l'âge entre 20 et 26, et cette jeune fille, elle m'a précisé que il y a un décalage entre les nouvelles générations qui ont été amenées à l'école d'être poussées pour aller plus loin, plus vite, tout très vite. Ils n'ont pas la patience d'apprendre à faire une confiture. Tu leur donnes un téléphone, ils sont toujours là, voilà. Ils envoient 10 000 textes par jour, là, ils peuvent le faire du matin au soir. Tu leur donnes à réaliser ou créer quelque chose où ça prend du temps, ils s'émoussent très vite. Et c'est une grande majorité des jeunes. Donc il y a un conflit de génération entre nous, qui on a connu peut-être une époque un peu plus calme, on avait le temps, les professeurs peut-être ils avaient le temps d'expliquer, on n'était pas trop technologie et dans cette précipitation. On est en conflit avec cette nouvelle génération où, même au niveau de l'école, ils sont toujours poussés d'aller très vite parce qu'ils ont des devoirs, ils ont des pauses entre des horaires très courts avec beaucoup de devoirs. Même, par exemple, en discutant avec des copines, ils ont ils ont des enfants qui disent de telle heure à telle heure, il a le foot, de telle heure à telle heure, il a la course, de telle à telle heure, il a ça. Ils organisent, les parents sont dans une frénésie à organiser la vie de leurs enfants, à des activités, tout le temps des activités, sans leur donner vraiment le temps d'apprendre une vraie activité, parce qu'ils sont toujours de faire plus et très vite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce conflit de génération où les jeunes ne se retrouvent pas quand ils ont en face d'eux quelqu'un qui vous dit « je ne te demande pas de réaliser quelque chose vite, je te demande de réaliser bien ». Et ils ne comprennent pas, parce qu'ils ont toujours eu ce système où aller très vite, parce que voilà, c'est la nouvelle société. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense qu'Angela, effectivement, tu as entièrement raison. C'est une société un peu basée sur plus c'est un peu la course qui va arriver le premier, et donc c'est plus on est plus sur de la quantité que sur de la qualité. Et les jeunes aujourd'hui, voilà, c'est exactement ça. Tu as touché Vous avez touché ils ont plus l'opportunité. Moi-même, la première, on leur donne plus l'opportunité de développer une compétence de A à Z. Et propre. Voilà, et propre. Et comme toi tu disais si bien tout à l'heure, je pense qu'il faut faire les choses, pour trouver sa vocation, il faut faire les choses avec le cœur. Et moi, ça me fait penser à l'école quand on me disait d'apprendre par cœur. C'est vrai qu'apprendre par cœur, pour moi, c'est apprendre par le cœur. Oui. Et à ce moment-là, c'est intéressant. Mais apprendre par cœur, c'est pas possible. Ça n'a aucun intérêt parce que finalement, on finit par l'oublier aussi. Et c'est là où on se rend compte qu'on est dans une société où en fait, on veut nous faire apprendre par cœur pour aller toujours plus vite. On veut surtout te mettre dans un processus où finalement tu es un peu automatisé, c'est-à-dire qu'en fait on va te mettre à tel endroit puis on sait à peu près que tu vas avoir tel comportement et que tu vas pas être un esprit libre qui va être capable de choisir ou de se rebeller ou en tout cas de discuter ce qui est fait. Moi je vois beaucoup ça dans les entreprises avec les systèmes de workflow ou
informatisé où finalement on est face à des personnes qui sont guidées par le logiciel qu'elles utilisent. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne réfléchissent même plus à le pourquoi du comment. Je pense à la banque en particulier, où les conseillers bancaires, maintenant, ils appliquent des règles, et puis ils ont des logiciels qui vont leur faire des propositions, et puis ils vont te coller dans des profils, et en fait, je veux dire, où est le travail humain là-dedans? Enfin, c'est un travail qui est surdéterminé par la structure de l'organisation qui est autour, et qui fait qu'on a des gens qui sont à la limite interchangeables et qu'on peut jeter facilement parce qu'on va en retrouver un autre qui fera le job moins cher, quoi. Enfin, donc, je ne suis pas sûr d'avoir envie d'aller vers ce type de société. Si je reprends ce qu'a dit Sue, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on apprend, on a une vocation et c'est par le cœur. Et si on reprend ce que vous avez dit, donc d'Anfield, la transmission par le troisième âge, parce que moi, le troisième âge, je pense à quoi quand je pense troisième âge? Je pense à expérience, déjà, je pense à sagesse, je pense à recul. Donc, ça dépend, mais on a des... Non, mais recul sur le... Oui, il y en a qu'on fait évoluer. On Il y en a qu'on fait Non, mais c'est vrai, tu as raison, Serge, c'est recul par rapport à une situation, parce que les jeunes, ils ne savent pas prendre du recul par rapport à une situation, ils sont très fonceurs sans se rendre compte. Donc, cette sagesse, acquérir une sagesse, et je pense que les personnes plus âgées, ils ont toute cette capacité à transmettre. Et malheureusement, aujourd'hui, tout ça, c'est perdu. Et même la société, non, tu viens de dire, la société n'impulse pas. C'est le genre de je ne peux pas dire activité, mais des liens. La société n'impulse pas cet lien. Parce que si sur les médias seraient beaucoup plus publiés en disant les personnes plus âgées, ils peuvent accompagner les jeunes pour trouver un travail, pour apprendre sur des activités quotidiennes, bah, ça prête beaucoup plus, les gens plus âgés se sentiront beaucoup plus valorisés et peut-être les jeunes, ils vont aller vers les personnes plus âgées. Ça, c'est un point. Et en deuxième point, il y a aussi, ce sont 12 générations. Et c'est aussi, il faut mettre dans la tête aux jeunes que c'est pas qu'il va être il va être devable à la personne âgée parce qu'il lui apprend quelque chose, redevable. C'est donnant. Parce qu'une personne âgée a besoin aussi d'avoir des gens autour. De transmettre, c'est un plaisir. Et ça va être avec grand plaisir voir un jeune qui a appris. Ça, c'est un point. Un deuxième point, il faut donner aussi l'envie aux jeunes, par exemple, de se dire qu'en passant de temps avec une personne plus âgée, ben, il pourra lui apprendre ce qui se passe dans la société des jeunes. Parce qu'un jeune, il est très bien à l'ordinateur. Il peut écrire à la petite mamie une lettre pour la mairie ou pour les enfants. On peut même lui apprendre à travailler à l'ordinateur, sur un téléphone. Les jeunes, ils savent ça parce qu'à l'école, il y a des cours d'informatique depuis l'âge de 6 ans. Donc, c'est donnant dans ce monde actuel, mais normalement, bah, on n'arrive pas, et ça, c'est la faute de la communication, du système. Il faudra instaurer un système où il y a plus de collaboration et pas de compétition qu'il apprend depuis petit. Oui. On en revient à ce que disait, j'ai deux idées en tête, on en revient à ce que disait Stéphane. Stéphane parlait d'affectif, moi je vais plus loin. Il y a l'affectif, oui, il y a la relation humaine, il y a le vivant, et puis il y a la relation intellectuelle. Il y a aussi ce que tu donnes intellectuellement, émotionnellement, affectivement à l'autre. Et c'est ce que tu disais, c'est cette réciprocité entre ce partage, entre l'enfant, l'adolescent, et la personne plus âgée. Voilà. Et moi, je voulais dire aussi ce qui se passe avec les personnes âgées en ce moment, c'est qu'on se sert des personnes âgées. Et quand j'emploie le verbe servir,
c'est qu'on se sert de ces personnes pour consommer. On a besoin, la personne âgée est un produit de consommation. On leur On a un propose produit de des consommation de médicaments, tu veux dire? médicaments, évidemment, mais un produit de consommation de voyage, un produit de consommation de loisirs, parce que c'est une grosse part de marché. Et on les perd, ces gens-là, on les perd dans le loisir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de loisir, je dis qu'il faut une juste mesure. Oui, tout à fait. Bah, le produit intérieur brut d'un pays moderne, il est basé sur la production et l'exportation et ensuite sur la consommation intérieure. Donc, le grand-père, la grand-mère qui se disent tiens, on a nos petits-enfants, on va leur offrir ça et ça, bah, ce sont des cadeaux, c'est bienvenu. Mais comme tu dis, il faudrait aussi les orienter vers la transmission, peut-être même de leur savoir-vivre, en plus du savoir-faire professionnel. Oui, il y a un certain équilibre à trouver entre les générations, et c'est ce qui s'est perdu. Enfin, Soun, toi qui connais... Oui, je pense qu'il faut faire la différence quand même entre ce que tu disais, donc les cadeaux par exemple que les parents peuvent offrir aux enfants, qui sont toujours les bienvenus, parce qu'il y a quand même le facteur plaisir qui est intéressant, mais il ne faut pas confondre ça avec le divertissement qui est là pour nous abrutir et pour nous faire perdre notre temps et pas regarder là où on devrait réellement regarder. C'est aussi ça, je pense, qui est important. Voilà. Et Soun, toi qui vis en Afrique, la relation entre les personnes âgées et dans les familles les plus proches. Oui. Ici, pour le coup, c'est vrai qu'en France, en tout cas, les que je connais surtout à Paris, c'est le jour et la nuit pour moi. C'est pas du tout. Alors qu'effectivement, de ce que je connais du Sénégal, les relations grands-parents et enfants, et quand je dis enfants, c'est pas forcément de sang, c'est juste les personnes jeunes, les personnes âgées, sont complètement soudées. C'est même une tradition d'aller voir les grands-parents ou les plus grands pour prendre conseil, pour demander comment on doit travailler, comment on doit faire telle tâche. Et puis même ça se fait automatiquement. Et ce que disait Serge tout à l'heure, c'est que malheureusement ça en Europe, on l'a connu, on l'a perdu. Donc il faut absolument le retrouver parce que c'est un lien social, c'est un lien intergénérationnel, mais c'est aussi une utilisation, si j'ose dire, des gens plus âgés, plutôt que de dire on vous met en retraite, on vous paiera la retraite quand vous aurez 70 ou 80 ans, c'est plutôt de dire là vous êtes vraiment utile. Oui, mais il y a beaucoup de personnes âgées, je ne donne pas des noms, qui... Égoïste. Oui. Bien sûr. Voilà. Je rencontrais des personnes quand j'ai évoqué l'effet de transmission et d'épauler des jeunes, et elle dit mais oh ben non, c'est même pas la peine. On les a rendus comme ça, c'est ça la question. Non, mais est-ce que ça, c'est pas justement, c'est pas une question de génération, Non, c'est une question de civilisation, de société qui fabrique des gens qui sont égoïstes. À partir du moment où tu les mets dans un processus d'éducation où effectivement ils sont renforcés à l'efficience et à la compétition pour fabriquer le plus fort et tout, bah ensuite ils sont des gens qui sont absolument effrayants socialement. Ils ont même des difficultés affectives et relationnelles qui sont liées, qui sont automatiques, c'est-à-dire qu'ils sont dans ce pli, ils ne sont pas dans le pli coopératif. Et donc après, bah, évidemment, quand ils vieillissent, ça ne s'améliore pas, quoi. Ça devient de plus en plus fort. À mon avis, le problème, c'est plutôt à l'école, en fait. C'est l'école qui fait qu'on met 30 personnes dans une salle, et puis on a quelqu'un qui sait, et puis 30 personnes qui sont là, qui écoutent toute la journée. Et donc, il y a, à mon avis, une vraie problématique de motivation, de structure sociale de l'éducation, qui fait que ensuite ça fabrique des personnes qui sont justement structurées à écouter quelqu'un qui a autorité et pas à être dans une relation co-constructive de réflexion voilà, par soi-même. Et moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'en Afrique, c'est pas comme ça. Enfin, c'est moins comme ça. Bon, après, le système éducatif, je ne l'ai pas vraiment exploré, mais de ce que j'ai entendu, c'est quand même que dans certains pays, surtout les anciennes colonies françaises, c'est comme ça. Parce que c'est calqué sur le modèle du français.
français, oui. Hélas. Mais dans d'autres pays, je sais comme le Rwanda, des pays où ils sont un peu plus déjà anglophones, où c'est déjà un peu plus ouvert, et dans des pays comme le Rwanda, où voilà, il y a la parité, enfin, voilà, le niveau politique, c'est 50-50, les femmes, les hommes, tout ça. Là, c'est un peu plus intéressant. Effectivement, il y a un rapport quand même plus, pas copain-copine, mais voilà, moins, c'est pas des cours magistraux. Mais encore que ça évolue parce que j'étais avec mon cousin éloigné qui a, je sais pas, 75 ou 80 ans. Et en fait, il expliquait que les rapports qu'il a avec ses petits-enfants sont des rapports quasi amicaux, alors que lui, le rapport qu'il avait avec son grand-père, c'était quasiment... il n'y avait pas de discussion, quoi. Il n'y avait aucune discussion. C'était une relation de respect, il y en a un qui parle, l'autre qui écoute, enfin voilà. Et donc il y a quand même une transformation plutôt, j'ai l'impression, positive dans ce cadre-là. Mais après, c'est des familles un peu, comment dire, aristocratiques, donc elles ont un peu de... Une culture un peu... tradition. Oui, mais elles ont une culture... ouverte, c'est-à-dire qu'en fait ils sont assez, ils peuvent remettre en question justement des traditions, ils sont pas, voilà, Ils sont pas obtus, ils sont pas, voilà, c'est, pas fermés à la nouveauté. ouais, je sais pas comment le dire, hein. C'est aussi la femme c'est un professeur, donc bon, je sais pas, Après, je pense que même les gens qui, par exemple, dans cette société, ils ont une vie professionnelle très accélérée, si je peux dire comme ça. Ils ont des problématiques de famille. Je pense que ces gens qui ont eu une vie professionnelle difficile et la vie de tous les jours difficile, je pense que quand ils arrivent à la retraite, ils ont juste envie de s'arrêter et être laissés tranquilles. Voilà, de se reposer. En échange, les gens qui ont eu peut-être une vie de cadre, qui ont eu des conditions sociales beaucoup plus élevées, je pense qu'ils sont plus ouverts à transmettre. Par rapport à... Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Mais mais c'est aussi, j'allais dire un gros mot, c'est aussi le niveau de conscience de l'individu. Bien Parce sûr. que je vois à qui parce que ça t'est arrivé de rencontrer ce genre de personnalité, toi, Angela, mais ce genre de personnalité, il est au-dessus de la mêlée. Il a une vue qui est différente. Parce que tu peux avoir des cadres, comme tu viens de dire, qui ont eu une vie au bureau, ou une vie professionnelle donc, qui s'est bien passée, qui ont juste envie de dépenser leur argent. Hein, ou juste envie d'avoir une belle maison. Mais il y en a d'autres qui ont ce... Je crois que c'est une fibre en nous aussi. Il y a une fibre en nous qui nous permet, qui va nous... Une fibre, on parlait d'égoïsme tout à l'heure, une fibre qui va plutôt être dans le don, dans la générosité. Mais ça se construit. Ça, il faut apprendre aux gens à avoir cette fibre généreuse pour l'autre, le respect de l'autre. Et c'est ce qu'on a perdu dans nos sociétés. Peut-être il faudra mettre une journée par semaine, par exemple le vendredi. avec le Pour confinement. travailler. Non, non c'est fini. Non, Un jour par travailler du lundi à jeudi et vendredi, tous les gens de faire du bénévolat. Et je pense qu'en faisant du bénévolat, ça ouvre quelque chose en nous qui. Ça nous ouvre aux autres. Ça nous ouvre aux autres. Et je pense que là, les gens qui, peut-être, ils n'avaient pas la vocation de transmettre, le fait de se trouver dans, peut-être, aider des enfants handicapés, peut-être, je ne sais pas, donner à manger à des personnes âgées, aller acheter des courses pour les personnes âgées, couper le bois à quelqu'un au fond de la campagne qui ne peut pas le faire. Et ça se passe déjà au niveau associatif, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui s'occupent, entre guillemets, qui donnent de
Oui, mais les personnes âgées, moi je parle de tout le monde. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Mais comme je revenais sur les personnes âgées, sur les associations, mais les associations, exactement ce que tu viens de dire, donc le don aux autres, l'ouverture, mais il faudrait, donc, pour en revenir au sujet principal de la vocation, il faudrait des associations ou d'autres structures qui vont, je dirais, emmener ces personnes âgées avec leur savoir, ou pas âgées, ou moins âgées, ou juste au niveau juste un début de retraite, à les amener vers les jeunes. Il faut les structures. Faut les structures. Oui, mais c'est pas que les personnes âgées. Moi, Non. j'ai parlé de tout. Toi, tu parlais de l'ensemble de l'ensemble. pour régénérer. Régénérer cette bénévolat. Voilà. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est La vocation du bénévolat. La vocation du bénévolat, oui. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt ce qui se passe concrètement, c'est plutôt que tu as deux systèmes, c'est-à-dire tu as un système qui est sauvage et compétitif et dans lequel tout le monde veut rentrer en tuant le voisin et tout, et puis finalement les gens sont formés à l'école pour ça, donc ils se combattent et tout. Et puis parallèlement, ça fait tellement de dégâts qu'en parallèle, il y a des tas d'associations qui se créent et qui vivotent, et puis tout le monde se réfugie là-dedans, à la fois les gens qui sont en retraite. Donc, si on regarde ça d'un point de vue global, si on regarde sur Deux mondes. on voit qu'en fait c'est absolument inefficace, c'est-à-dire c'est une perte d'énergie absolument incroyable. C'est c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire il y a une perte d'énergie aussi, une perte de vie aussi. Ça veut dire que les gens, par exemple, qui sont les jeunes qui sont pris, par exemple, je pensais au cabinet conseil ou à d'autres sociétés où en fait on les prend et puis on les fait travailler comme des fous pendant 20 heures par jour, pendant 10 ans, mais ils sortent des gens complètement essorés, c'est-à-dire que d'un point de vue existentiel, ceux qui ne sont pas rattrapables, en fait, ils sont perdus. Et puis parallèlement, ceux qui sont finalement pas bons à l'école, ou qui font trop d'études et qui ne trouvent pas de job et tout, ça fait la même chose. Hein. Ça fait aussi des gens qui sont soit déçus de la société, soit qui ont des problématiques psychologiques. En fait, et donc j'ai l'impression que c'est un peu un monde qui prend le pire des deux, quoi. C'est-à-dire ça transpire de plus en plus. J'ai l'impression, tu vois, que c'est un espèce de truc qui globalement, socialement, n'est pas sain, qui nous emmène finalement vers une qualité, par exemple, de travail. Si on reprend cette histoire de qualité, j'ai l'impression que la qualité attendue d'un travail qui est réalisé, en fait, est moins élevée qu'avant. J'ai l'impression que c'est comme une espèce de retour en arrière. Je sais pas, même je vais dire des bêtises, mais même pour installer des étagères, c'est même peut-être maintenant difficile de trouver quelqu'un qui sait installer bien des étagères, même si tu fais appel à un professionnel. C'est bête ce que je dis, mais c'est la société. Voilà. Et même moi personnellement, j'ai l'impression que je suis déqualifié, c'est-à-dire que je sais pas, je sais même plus planter des tomates, tout juste si je sais utiliser un tournevis, une pince. Non. Voilà, donc Tu googlises et puis tu as alors planté des tomates comme ça. Voilà, mais sauf que j'ai besoin de faire appel à quelque chose d'extérieur et quelque chose de basique pour un humain qui serait autonome. En fait, j'ai l'impression d'être dépossédé de mon savoir-faire d'humain. Moi, je suis d'accord avec toi, Stéphane, et je pense que je suis complètement d'accord avec toi, et je pense qu'à l'école, ok, c'est très bien apprendre l'informatique parce qu'on le vit dans ce monde, c'est très important. Mais en même temps, il ne faut pas oublier le manuel. C'est qu'à l'école, on n'apprend pas du tout le manuel. Je veux dire, je sais pas, comme tu as dit, visser quelque chose, je sais pas, couper le bois, couper le métal. C'est des choses basiques. C'est le rapport à la matière, en fait. Voilà. C'est le primaire. Parfait, c'est exactement ça. Donc le primaire n'est pas appris à l'école.
quand les enfants entre 10 et 14 ans, ils peuvent très bien apprendre toutes ces utilités du quotidien. Et après, évidemment, le numérique doit exister dans la société. Parce que même planter une tomate, comme tu dis, bah, si Ouais, la Des un choux. clou Des choux. de chou, hein, C'est chez- voilà. Donc, si la personne ne sait pas faire ça, comment tu veux qu'arrive, je ne sais pas, un biologiste ou Surtout avec la situation actuelle, où justement, avec les annonces de notre président qui disait qu'il y aura des déstabilisations avec la guerre, qu'il y aura des manques. Ah oui, qu'il y le aura pas mal de président, Mais sûr que c'est un difficultés. président. Oui, Je suis alors pas sûr. Emmanuel Macron, Qu'est-ce qu'il a monsieur dit Emmanuel Macron, j'ai jamais parlé de ma vie d'Emmanuel Macron, je crois que c'est la première fois. Ah, bah, écoute, Tellement je m'intéresse pas à ce monsieur. Il a dit officiellement qu'on aura des problèmes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit ah mince, comment faire pousser une carotte à la maison, par exemple. Alors que finalement, c'est vrai, c'est ce que tu dis et ce que tu dis Angela, c'est que finalement, ce sont des choses tellement primaires qu'on est censé savoir faire, mais c'est que quand on est dans une crise, on se dit qu'il faut y retourner, J'aurais ça pose des questions. une opinion différente de ces trois, enfin des deux que tu viens de reprendre. Parce que je me souviens très bien d'un camarade de jeunesse qui était entraîné militairement à certaines actions en campagne dure, on va dire, et qui m'avait dit un jour, nous maintenant, si on nous amenait en forêt amazonienne, on ne vit pas 48 heures. Il y a des serpents, des araignées, des plantes venimeuses, enfin, on ne sait pas. De l'eau qui nous tombe dessus brutalement, enfin, on ne sait pas survivre. Donc, à mon Un avis, loup qui tombe dessus. non, mais à mon avis, dire, je ne sais pas, cultiver une tomate, c'est pas très grave puisque je sais comment avoir le c'est un logiciel exemple. qui va. Oui, mais même planter un clou, c'est pareil, mais c'est pas gênant. Par exemple, alors allons dans le film Matrix, osons, on a cette scène assez incroyable où je ne sais plus lequel des héros, c'est Neo ou c'est Trinita, C'est Mélo. c'est Neo, qu'ils arrivent devant l'hélicoptère complètement blessé, qui va se mettre à piloter, et l'autre héros ou héroïne qui lui dit mais sais-tu piloter un hélicoptère? Non, mais je vais apprendre. Il se met claque dans l'oreille interne, et ça y est, ah oui, il y a ça, puis ça, puis ça, puis ça, et ça y est, l'hélicoptère qui part. Je pense qu'il faut vivre avec notre temps. C'est plus très important, à mon avis, aujourd'hui, de savoir planter des clous, des tomates et autres, puisqu'on sait comment on peut apprendre en quelques minutes à planter le clou sans se taper sur le doigt. Donc, ou avec Parce l'autre main. Parce qu'on a accès aujourd'hui à toutes ces choses-là, mais si À demain toutes les il n'y a pas informations. d'électricité, il n'y a pas Voilà. rien, comment on fait? Mm. Mais après, Ah. je pense qu'il faut un juste milieu, bien évidemment qu'aujourd'hui c'est pas une... Voilà, on va mourir si on ne sait pas planter une tomate, mais ce que je veux dire c'est que c'est juste pour parler du fait que la société, qu'on a un réel problème dans la société, parce que finalement des besoins primaires, on ne sait plus les faire, alors que des besoins secondaires comme aller tchatcher toute la journée sur Oui. TikTok, on Oui, sait le oui. faire. Oui. Donc c'est un peu le monde à l'envers finalement. Oui, Mais, oui. mais c'est vrai qu'effectivement, il faut pointer intéressant aussi parce qu'on peut aussi tout de suite apprendre à faire les choses, composer avec ce qu'on a aussi. Mais voilà, Mais le problème, c'est plutôt l'expérience. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui, justement, quelque part, on fabrique de l'expérience, et de l'expérience qui est, entre guillemets, inutile et qui est guidée par des intérêts, soit des intérêts extérieurs à eux, qui sont généralement économiques, et puis on a une société du divertissement, et tout ça, ça pollue l'éthique de l'humain. C'est-à-dire que L'envie d'apprendre, de comprendre. l'humain, il voit, je sais pas, il est devant des écrans qui lui présentent des images de, je sais pas quoi, de films policiers à la con, des séries sur les urgences, des trucs sur les militaires, enfin, et puis alors il sort de chez lui, il a des affiches Coca-Cola, la moindre personne elle veut lui vendre des contrats d'assurance, je veux dire, Pas de publicité c'est à une l'écran, c'est une espèce de jungle, Oh, je peux dire Sprite, une espèce de Fanta. jungle moderne, une espèce de jungle moderne dans lequel tu as une proie qui se promène, et puis tu as des tas de sociétés, si tu veux, qui cherchent à capter, à C'est des loups. capturer On dirait l'attention. Mmh. Capturer l'attention, Ce que tu dis. c'est comme un chasseur, ça capte l'attention et ça cherche à dériver ton attention pour que tu sois quelqu'un qui
te donne quelque chose. Ton intention Voilà. pour acheter Et le voilà. cola. Et donc, ou, comment veux-tu que l'humain, dans sa quintessence éthique de créature relationnelle, puisse s'épanouir là-dedans? À mon avis, c'est une jungle moderne, quoi. C'est un problème, ça devient un problème. À tel point qu'on n'est même plus capable de se désengager de ça. C'est-à-dire, par exemple, on met les gens dans des systèmes dans lesquels finalement ils sont toujours en train de chercher à gagner de l'argent ou à consommer telle chose parce qu'ils ont vu l'image, et ils sont toujours en prise avec quelque chose qui n'est pas eux. Mais alors, le problème, il est aussi dans l'autre sens, parce que, bon, j'ai beaucoup apprécié ton analogie. Nous sommes ici, plus besoin d'aller en Amazonie, nous sommes dans la jungle, mais quand on a bourré le crâne depuis l'âge de 4 ou 5 ans à la petite fille qui avait une princesse, il faut trouver le prince charmant, boum, 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 Oui. et maintenant il y a 2,3 enfants à fabriquer parce qu'autrement les voisins vont dire comment ça pas d'enfants, toi. Ben, finalement, oui, on fabrique les 2,3 enfants, puis après, il faut un logement, puis après, il faut de l'argent pour nourrir les enfants et payer le logement. Oui, c'est ça. Après... Puis après, il faut le crédit. Alors, tu prends le crédit, après, il faut travailler plus pour rembourser le crédit. Et puis, finalement, tu passes ta vie à servir être dans cette espèce de mouvement, à servir à servir le système. Ça me rappelle une histoire qui était narrée par... C'est toi qui sers le système. En fait. C'est un fruit. C'est ça. Tu as été conçu pour ça, finalement. Quand on regarde le modèle d'éducation, tu es conçu pour finalement être serviteur du système, un peu comme dans l'idiocratie. Anna Freud qui racontait dans ses mémoires qu'elle avait rencontré un jour, en tant que psychanalyste, un vieil homme qui était venu lui dire « Madame, aidez-moi, c'est terrible, je m'aperçois que j'existe, mais je ne savais pas que j'existais avant. » Et il explique « Bah oui, j'ai suivi des études, j'ai travaillé, j'ai fabriqué une famille, j'ai mis en place ma vie de grand-père, et soudainement je m'aperçois que je suis là. Mais tout le reste, c'était un automate qui ne savait pas ce qui lui arrivait. Voilà, c'est terrible. Donc oui, porté par la publicité, par la société qui dit faut ci, faut ça. Puis... Mais nous, Delphine, on a l'exemple pour revenir aux vocations, on a l'exemple d'un jeune homme qui est sorti de la City de Londres, qui s'est dit j'arrête, je souhaite retrouver l'artisan que j'ai en moi, je souhaite créer ma propre boulangerie, mes propres pâtisseries. On a cet exemple-là. Alors, il sortait d'une grande banque européenne, française, je ne citerai pas, oui, j'en veux bien. Pardon, excuse-moi pour ça. Merci. Angela, peut-être. Oui, il sortait d'une grande banque, il avait proposé un projet, on lui a dit dans la grande banque, ah oui, ça économiserait beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas le MBA correspondant pour pouvoir proposer le projet. Ça paraît fou, je ne cite pas la banque, pourtant c'est une très grande banque, mais bon. Donc il a été complètement écœuré, il a ici préparé un MBA, et puis peu à peu il disait c'est peut-être pas ma vocation. Et là il pense un peu comme les papes Wallan, je vais créer en effet ma chaîne de pâtisserie en Grande-Bretagne, depuis la City of London, pâtisserie à la française. Bon, alors il a travaillé beaucoup, il était venu me rendre visite ici dans ce petit salon jaune, discussion, pâtisserie préparée maison, mais au bout d'un moment, bon, évidemment, il a dû revenir vers une activité plus lucrative, il s'est mis en domaine du crowdfunding, et il a remonté une société avec un copain, et ça tourne bien maintenant, mais dans tous les cas, oui, il a eu ce moment d'une vocation, comme disait Serge. Attention, philosophiquement, je ne suis pas sûr que pour lui c'était sa vocation. Il avait besoin d'une sortie du système. Tu as raison, c'est une vocation intermédiaire. Ce qu'il a monté ensuite, son crowdfunding, pardon. Là, il est rentré dans sa vocation parce que le crowdfunding, il alimente des projets qui lui sont chers et il en est fier et il en retient de la joie. Oui. Mais en premier, c'est juste sortir du système, il s'extrait du système. Oui.
Ouais, j'ai une amie, là, elle vient de me dire, ce qui est important, c'est enjoy the process. Ah. Parce qu'en fait, je lui ai dit Oh, que j'allais chercher une maison. C'est génial. J'allais chercher une maison, elle me fait, ouais, tu sais, ce qui est important, c'est enjoy the process. Elle a raison. City of London. C'est vrai, c'est Et donc, c'est voilà, c'est le cheminement entre le désir, si tu veux, et l'accomplissement du désir, c'est toujours la même chose. La joie, c'est le La chemin. joie, la joie, La joie, c'est le chemin. c'est ça. Que pour trouver sa vocation, il faut déjà se trouver soi-même. C'est paradoxal. Il y a beaucoup de gens, je traversé évidemment par des exemples à l'envers. Marie Curie, bien sûr. Stephen Hawking. On est devant des gens qui peu à peu expliquent que leur vocation leur vient de la vie. Donc, en fait, c'est pas. Je me suis trouvé, je sais qui je suis, et je sais que j'ai telle vocation, mais c'est plutôt, waouh, ça c'est bouleversant pour moi, et puis soudainement je passe à l'échelle, après l'échelle émotionnelle, d'abord sensorielle et émotionnelle, j'arrive à l'échelle intellectuelle et je réalise, mais pourquoi ça a été tellement bouleversant pour moi? Parce que ça vibre en moi, ça correspond à qui je suis. Oui, mais Et là, la vocation apparaît. Oui, mais est-ce que tu penses que c'est pour tous? Parce que là, tu cites des grands personnages. Est-ce que tu penses que pour tous, c'est possible sans un apport extérieur, sans un accompagnement, le mot qu'on a choisi tout à l'heure? Alors, bien sûr, sans accompagnement, c'est impossible. On n'a pas la science infuse. Mais justement, dans cette visite du musée du compagnonnage, Angela et moi, nous avions découvert une œuvre assez étonnante, magistrale, et on a pu apprendre donc, que c'était un homme qui s'était trouvé en camp de concentration pendant l'époque de l'Allemagne nazie, et qui s'était dit, eh bien, je vais créer. C'est une façon de ne pas déprimer. Et là, il trouve, c'est-à-dire qu'il a forcément, on est d'accord, des connaissances. Mais l'art, et plus que l'art, je dirais l'artisanat, la constructibilité lui vient, certes de ses connaissances, mais aussi une motivation immense du moment, de l'intention d'exister, de ne pas mourir intérieurement. Oui, mais comment ça, tu vas le... Bah, c'est pas le transmettre comme... Oui, c'est ça aussi. Comment dans une société où tout est aseptisé, là, tu me parles d'un moment presque de survie, intellectuelle, de survie émotionnelle, on reparle d'utilité, déjà pour soi-même. Suis-je utile là tout de suite parce que je suis dans cette prison et peut-être que demain je vais mourir. Est-ce que dans la société dans laquelle nous vivons, c'est possible ça, ce genre de motivation comme tu dis? Peut-être est-ce à nous de la construire. Nous parlions, rappelle-toi Serge, récemment avec quelques-uns et quelques-unes, donc une jeune fille d'une vingtaine d'années, Camélia, et elle reconnaissait que dans sa génération, c'est terrible. On leur dit, ça va être la fin du monde, Voilà. il n'y aura pas de travail, il y a une crise économique, c'est complètement un lavage de cerveau des gens d'une vingtaine d'années, c'est aberrant. Alors qu'elle reconnaissait après ce que tu lui avais dit et ce que j'avais complété avec quelques autres, c'est que finalement, non, on peut très bien se dire, il y a des routes nouvelles, mais il y aura des nouveaux matériaux qu'on va trouver ici et là, qu'on va fabriquer en laboratoire, et comme on a fabriqué le graphène. Il y a un nouveau matériau, je ne sais plus le nom, qui est en passe de dépasser le graphène sur le plan technologique pour les nouveaux composants des nouveaux ordinateurs. Donc c'est formidable. Et là, sur le plan technologique, il est au point. Sur le plan financier, très cher pour l'instant. Mais bon, sans parler des énergies, quand est-ce qu'on va avoir une voile solaire qui captera directement l'énergie du soleil, sera autour de la planète, et puis on aura une énergie très très bon marché,
est immensément plus rentable que ce qu'on a actuellement. Donc, il faut motiver les plus jeunes, à nous de les motiver justement partout dans les écoles d'ingénieurs et ailleurs, les motiver pour leur dire il y a des solutions, on va les trouver, l'humanité. Alors c'est ce que je disais à Camélia, et c'est vrai que si on regarde sur 400 ans, au lieu de regarder sur 40 ans, bah forcément on se dit mais l'humanité elle a eu des chocs, des chutes, des chocs épouvantables. On a eu des guerres, on a eu des famines, on a eu la peste du Moyen-Âge, on a eu plein d'horreurs. Et on a été, nous, humains, sapiens, tellement résilients qu'on est encore là aujourd'hui pour en parler. Très juste. Donc, motivons les jeunes, c'est notre devoir. Tu parlais de transmission tout à l'heure, et Stéphane aussi, mais oui, et Angela qui a venu dessus, la notion de transmission est avec cœur, disait Soum, c'est-à-dire que justement, c'est à nous d'avoir l'idée que c'est tout l'amour qu'on va recevoir des gens qui viennent après nous, parce qu'ils sont tellement heureux qu'on les ait aidés à prendre la force d'avancer dans ce monde. Oui, mais il faut sortir de la société abrutissante, mercantile dans laquelle nous sommes. Toi, tu as une proposition qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire que pour chaque publicité mercantile, sur 3 minutes par exemple de publicité mercantile, 45 secondes seraient destinées à la science, à l'éducation, à la pédagogie, pour tous. Non pas simplement pour les plus jeunes, pour les adolescents, mais pour tous. Et donc, c'est de cette société dont il faut sortir. Il faut que cet émerveillement puisse prendre sa place. Moi, je crois qu'il y a aussi un problème de philosophie culturelle, c'est-à-dire que avec les 2 guerres mondiales, en fait, il y a eu un développement il y a eu un développement des réflexions. La prochaine fois, j'aurai un micro comme ça. Il y a eu un développement des réflexions sur ce que c'est que l'humanité, avec une vision très, très sombre, étant donné les événements des 2 guerres mondiales. Et donc, je pense qu'on est encore là-dessus, c'est-à-dire qu'on a quelque part le fond de philosophie de notre civilisation, il est quand même plombé par l'expérience des 2 guerres mondiales. Tu penses à Sartre, à la réflexion de Sartre, alors qu'en fait on a des philosophies plus positives qui sont aussi là, qui sont aussi présentes. Et je crois qu'on hérite de ces penseurs qui finalement n'ont pas été capables de penser l'humain au-delà des événements qui se sont produits surtout lors de la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. Et donc on est quelque part, on n'est pas sorti du choc qu'ont représenté ces conflits mondiaux. Et donc la question c'est, oui, est-ce qu'on est capable de rebâtir une philosophie positive Oui. Voilà. Solution pour sortir du système. Solution pour sortir du système. Alors, Le une des solutions proposées pour sortir du système. Voilà, une des solutions proposées contre la précarité et pour la durabilité.